Antoine Lefebvre ne s'attendait pas à revoir un jour sa maison emplie de bruits légers, d'objets déplacés ou de pas discrets dans les couloirs. Depuis le décès de Claire, sa femme, la grande demeure située sur les hauteurs paisibles de Lyon, était devenue un mausolée silencieux, peuplé de souvenirs et de silence. La douleur de la perte s'était installée dans chaque recoin, et Camille, leur fille de 7 ans, vivait dans une chambre baignée de lumière artificielle, luttant quotidiennement contre une maladie auto-immune rare qui l'avait forcée à abandonner l'école, les amis et peu à peu la parole. Ce matin-là, Antoine, costume soigné, regard sévère mais fatigué, avait ouvert la porte à une femme au sourire discret, Élise Moreau. Petite, les cheveux relevés en un chignon maladroit, elle portait des vêtements simples mais propres, et un regard où l'on devinait à la fois la fatigue et une force tranquille. Elle avait 42 ans, vivait dans le quartier ouvrier de la Guillotière avec son fils adolescent, Lucas, et venait de perdre son emploi dans une blanchisserie industrielle qui avait fermé ses portes sans prévenir. Antoine l'avait trouvée par l'intermédiaire d'une agence de placement. Son dossier ne disait pas grand-chose, sinon qu'elle était ponctuelle, travailleuse, et n'avait jamais posé de problème. Il ne cherchait pas une nourrice ni une confidente, simplement quelqu'un pour entretenir une maison qu'il n'avait plus l'énergie d'habiter. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la réaction presque imperceptible de Camille en voyant Élise passer devant sa chambre. Camille, d'ordinaire repliée dans son lit ou assise devant la fenêtre, tourna lentement la tête. Elle observa Élise, sans un mot, sans un geste, mais avec une intensité inhabituelle. Élise, remarquant cette présence fragile derrière la porte entr'ouverte, se contenta de hocher doucement la tête, un geste doux, presque maternel. Antoine, absorbé par ses dossiers et ses appels, ne vit rien de cette première interaction. Élise commença son travail en silence, explorant la grande maison pièce par pièce. Elle ne s'attardait pas, ne posait pas de questions. Mais ses gestes étaient soignés. Elle passait le chiffon comme on caresse un meuble ancien et ramassait les objets tombés sans faire de bruit. Elle remarqua très vite les cadres tournés face au mur, les jouets abandonnés dans un coin et la poussière accumulée sur les livres d'histoire. Cette maison avait été vivante, aimée. Elle portait encore les traces d'un bonheur brisé. À midi, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Élise entendit un bruit discret derrière elle. Camille, pieds nus, s'était glissée jusqu'à la porte. Elle ne disait rien, ne bougeait pas. Élise se retourna lentement, un torchon à la main. Le regard de la petite n'était ni curieux ni craintif. Il était juste présent. « Bonjour », dit Élise tout bas, comme si elle ne voulait pas effrayer un oiseau. Camille ne répondit pas, mais elle resta, et c'était déjà beaucoup. Les jours suivants, Élise arriva toujours à la même heure, saluant d'un ton égal Antoine, croisant Camille parfois dans le couloir. Elle ne forçait jamais le contact, ne posait pas de questions sur la maladie, sur l'absence de voix, sur les médicaments, mais elle laissait toujours une petite chose dans son sillage, un dessin oublié sur la table, une chanson fredonnée en nettoyant la salle de bain, un livre déplacé sur la commode de l'entrée. Camille commença à suivre ces traces invisibles. Un jour, Antoine, absorbé dans un appel important, jeta un œil à travers la baie vitrée donnant sur le jardin intérieur. Il vit sa fille assise sur un banc, observant Élise qui coupait des fleurs fanées. Rien de spectaculaire. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce soir-là, en servant le dîner dans le silence habituel, il remarqua que Camille mangeait sans qu'il ait à lui rappeler chaque bouchée. Elle leva même les yeux vers lui à un moment comme pour dire quelque chose, puis baissa la tête. Ce fut à peine perceptible, une variation dans la routine, un souffle dans l'habitude. Mais Antoine le sentit. Quelque chose s'était déplacé dans sa maison, une poussière d'humanité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et il n'en comprenait pas encore la raison. Le deuxième jour commença comme le précédent. Le portail automatique s'ouvrit à 7h30 du matin, laissant passer le petit véhicule usé d'Élise. Elle descendit calmement, salua le gardien de la propriété d'un signe de tête et traversa le jardin sans se presser. Dans la maison, rien n'avait bougé. Antoine était déjà parti pour son rendez-vous matinal, et Camille, comme d'habitude, n'avait pas quitté sa chambre. Le calme régnait, presque pesant, comme un accord suspendu dans une symphonie inachevée. Élise enfila ses gants, prépara son chariot de nettoyage et commença sa routine. Chaque geste était exécuté avec précision, comme s'il faisait partie d'un rituel appris par cœur. Mais ce jour-là, quelque chose changea.
Alors qu'elle passait devant la chambre de Camille, la porte était entrebâillée. Un mince rayon de lumière glissait sur le parquet. Elle hésita, s'approcha doucement et jeta un regard discret à l'intérieur. Camille était là, assise au bord du lit, les jambes repliées sous elle, les bras autour de son ours en peluche. Son visage restait impassible, mais ses yeux fixaient Élise avec une attention particulière. Cette dernière, après un instant de silence, entra lentement dans la pièce. Elle ne prononça pas un mot, s'agenouilla à bonne distance, posa son chiffon sur le sol et murmura simplement « Tu veux que je te raconte une histoire pendant que je range un peu ?» Pas de réponse. Pourtant, Camille ne la repoussa pas. Elle tourna juste la tête et cette absence de refus fut pour Élise un signal suffisant. D'une voix douce, elle commença à parler d'un renard qui voulait peindre les nuages. Une histoire inventée, sans but précis, avec des images simples, des sons ronds et familiers. Camille ne souriait pas, mais ses yeux suivaient chaque mot, chaque intonation. Au bout de quelques minutes, Élise se remit au travail, mais continua à parler à mi-voix, entrecoupant ses phrases de silence naturel, respectueux. À 11 heures, Antoine rentra chez lui plus tôt que prévu. Une réunion annulée lui avait laissé une plage libre dans son emploi du temps, et poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas lui-même, il avait décidé de revenir pour déjeuner chez lui. Il gara sa voiture sans bruit, traversa l'entrée, posa sa veste et s'apprêta à monter à l'étage lorsqu'il s'arrêta devant l'écran de contrôle de la sécurité. Un simple réflexe. Depuis le décès de Claire, il vérifiait souvent les caméras intérieures, comme pour se rassurer que rien n'échappait à son contrôle. Il sélectionna la caméra du couloir du premier étage. L'image était nette. Il vit Élise, agenouillée devant la porte entr'ouverte de la chambre de Camille, penchée légèrement en avant, parlant à voix basse et agitant les mains avec des gestes doux mais animés. Son corps exprimait une intensité étonnante, presque une urgence contenue. À ses côtés, une ombre fine et immobile. Camille. Antoine agrandit l'image, augmenta légèrement le volume. Il entendit des bribes de phrases. Et alors, il a demandé au nuage violet s'il pouvait monter dessus, juste une fois. Pas pour s'enfuir, non. Juste pour voir le monde d'un peu plus haut. Il recula, perplexe. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il n'avait jamais vu Élise ainsi. La femme discrète et distante devenait soudain une conteuse passionnée, presque attendrie. Et Camille, bien qu'elle ne parle pas, ne se repliait pas. Elle écoutait. Antoine sentit une tension étrange dans sa poitrine. Il resta là, devant l'écran, immobile, partagé entre l'envie d'interrompre la scène et celle de la laisser se dérouler. Après quelques minutes, Élise se leva doucement, rangea les objets dans un coin de la chambre et, avant de sortir, adressa un sourire à Camille. Pas un sourire mécanique ou poli, mais un vrai, léger, naturel. Camille ne répondit pas, mais ses yeux semblèrent chercher ce sourire encore un instant après que la porte se soit refermée. Antoine coupa l'écran, s'éloigna du panneau de contrôle et alla s'asseoir dans son bureau, la mâchoire serrée. Ce qu'il venait de voir ne le dérangeait pas, mais le surprenait profondément. Pourquoi cette femme, engagée simplement pour nettoyer, montrait-elle autant d'attention à sa fille? Et pourquoi Camille, si souvent figée dans un silence intérieur, réagissait-elle à sa présence? Il n'avait pas demandé cela. Il n'avait rien autorisé de tel. Et pourtant, il ne pouvait pas nier ce qu'il avait vu. L'après-midi passa lentement. Élise termina sa journée sans faire mention de quoi que ce soit. Elle salua Antoine avec son éternel ton réservé, reprit son manteau et s'éloigna dans l'allée, pendant que le soleil hivernal s'inclinait sur les toits. Antoine, resté seul, monta jusqu'à la chambre de Camille. Il toqua, entra doucement. La fillette était à sa place habituelle, mais quelque chose dans son regard avait changé. Il y avait une trace de curiosité, une infime étincelle. Il s'approcha, s'assit près du lit. « Tu as passé une bonne journée ?» Pas de réponse. Mais Camille ne détourna pas les yeux. Elle le regardait, vraiment. Et au moment où il allait se lever, elle leva lentement un doigt et le posa sur la couverture, traçant un petit cercle imaginaire. Un geste insignifiant peut-être, mais d'une rare clarté pour Antoine. Il posa sa main sur celle de sa fille, sans mot. Le soir venu, alors qu'il dînait seul à la grande table de chêne, Antoine repensa à la scène sur l'écran. Les gestes d'Élise, sa voix posée, l'attention qu'elle portait à Camille.
et ce besoin inexplicable qu'il ressentait de ne pas interrompre cela. Ce n'était pas de l'ingérence, ni une tentative de manipulation, c'était autre chose. Une proximité étrange, presque familière. Il prit une décision discrète. Le lendemain, il demanderait aux techniciens de sécurité d'ajouter quelques caméras supplémentaires dans les pièces secondaires, discrètement. Pas par méfiance, pas encore, mais parce qu'il devait comprendre. Élise n'était pas qu'une femme de ménage, et il avait besoin de savoir pourquoi elle s'intéressait autant à sa fille. Les jours qui suivirent furent marqués par une série de micro-événements qu'Antoine, bien qu'occupé, ne put s'empêcher de remarquer. Rien de spectaculaire, rien de fulgurant, mais dans cette maison où le silence s'était ancré depuis des mois, chaque geste, chaque expression nouvelle devenait un signe évident d'un frémissement intérieur. Camille, jusqu'alors murée dans une apathie quasi totale, montrait désormais des signes de présence plus affirmés. Un matin, elle demanda une cuillère de plus au petit déjeuner, sans parler mais en pointant du doigt avec une insistance inhabituelle. Une autre fois, elle ouvrit la porte de sa chambre sans qu'on le lui demande et resta là, dans le couloir, à regarder Élise ranger le linge. Élise, de son côté, ne modifia pas son comportement. Elle n'exprimait pas de surprise face à l'évolution de Camille. Elle n'en parlait pas à Antoine, ne faisait aucun commentaire. Elle se contentait de poursuivre son travail avec la même régularité, mais Antoine percevait que ses gestes devenaient légèrement plus lents lorsqu'elle passait à proximité de la petite, comme si elle voulait lui laisser le temps d'observer, de s'approcher, de choisir. Cette subtilité n'échappa pas à Antoine, qui chaque soir rejouait mentalement la journée, observant avec plus d'attention les écarts dans la routine. Un mercredi après-midi, alors qu'il avait exceptionnellement pris congé, Antoine eut la surprise de trouver Camille assise au sol du salon, entourée de morceaux de pâte à modeler. Élise, agenouillée non loin d'elle, modelait un petit escargot avec soin. Camille imitait maladroitement le mouvement, concentrée. Le regard d'Antoine s'attarda sur la scène quelques secondes, puis il recula lentement dans le couloir, le cœur légèrement serré par une émotion confuse. Il n'était pas intervenu. Il n'avait pas voulu briser cet équilibre. Ce soir-là, après s'être assuré que Camille dormait paisiblement, Antoine appela l'entreprise de sécurité avec laquelle il travaillait depuis des années. Il demanda l'installation de 2 caméras supplémentaires, une dans le salon, l'autre dans la véranda attenante, utilisée de plus en plus souvent par Élise pour aérer les tapis ou ranger les jouets abandonnés. Il ne voulait pas faire surveiller Élise dans le sens strict, mais il avait besoin de comprendre plus largement ce qui se déroulait sous son toit. Lorsque les nouvelles caméras furent activées, Antoine prit l'habitude de consulter les enregistrements chaque soir. Ce qu'il découvrit le laissa d'abord perplexe, puis doucement fasciné. Élise, dans ces moments où elle était supposée seulement nettoyer, passait de longues minutes à dialoguer avec Camille. Pas un dialogue classique, mais un échange tissé de gestes, de silences, de petites scènes inventées. Un jour, elle mima une conversation entre 2 poupées. Le lendemain, elle montra à Camille comment organiser les crayons par couleur, puis proposa de dessiner une maison. Camille ne parlait pas, mais elle réagissait. Elle hochait la tête, imitait puis innovait même, plaçant un toit rose sur une maison bleue ou faisant danser 2 personnages en papier. Antoine se surprit à sourire en revoyant ces scènes. Il sentit en lui naître une gratitude étrange, mêlée d'une légère méfiance. Pourquoi Élise s'impliquait-elle autant? Pourquoi cette attention si précise, si délicate, envers une enfant qu'elle n'était pas censée approcher autrement que dans le cadre de son travail? Il n'y avait rien de déplacé, ni de douteux, mais il y avait quelque chose d'intensément personnel dans son attitude. Un mélange de tendresse et de respect qui dépassait les limites habituelles d'un employé. Ce fut Lucas, le fils d'Élise, qui apporta une autre pièce au puzzle, sans le vouloir. Un après-midi, il vint chercher sa mère plus tôt que d'habitude. Antoine le vit du bureau, un garçon d'environ 15 ans, grand, mince, au visage fermé mais attentif. Élise le présenta rapidement, et Lucas, bien qu'un peu mal à l'aise, salua poliment. Camille, qui se trouvait alors dans la véranda, resta cachée derrière un fauteuil, observant de loin. Lucas la remarqua, et au lieu de faire une remarque ou de détourner le regard, il leva simplement la main dans un geste discret. Camille, contre toute attente, leva lentement la sienne en retour. Antoine, témoin silencieux de cet échange, sentit une tension se dissiper en lui. Peut-être n'y avait-il rien à craindre. Peut-être Élise savait-elle simplement comment approcher les enfants, comment leur parler sans mots,
comment gagner leur confiance sans promesse. Mais ce don venait de quelque part, et Antoine n'était pas homme à se contenter d'une impression. Il décida alors d'explorer un peu plus le passé d'Élise. Rien de compromettant, juste une vérification de son parcours, de ses anciens emplois. Il commença par l'agence de placement qui lui fournit un dossier succinct. Élise avait travaillé pendant plusieurs années comme aide à domicile, puis dans une maison de retraite, avant de changer brusquement d'orientation vers des postes de nettoyage. Aucune mention de faute, aucun signal d'alerte. Mais ce glissement restait curieux. Pourquoi quitter un emploi auprès des personnes fragiles pour un travail plus anonyme, moins humain, moins impliqué émotionnellement? Les recherches d'Antoine ne révélèrent rien de compromettant, mais dans le profil administratif transmis par l'agence, un détail attira son attention. Un document ancien, daté de presque 8 ans, dans lequel figurait une lettre manuscrite jointe à un ancien contrat. Elle était signée par une certaine Lou, enfant visiblement accompagnée par Élise à l'époque. L'écriture enfantine, maladroite, évoquait des souvenirs simples, des promenades, des histoires racontées au coucher, et se terminait par un « merci pour m'avoir fait sourire quand j'étais toute cassée ». Antoine resta longtemps avec cette lettre entre les mains. Le style, les fautes, le ton, tout lui rappelait Camille. Pas directement, mais dans cette fragilité naïve, dans cette façon de dire l'indicible avec des mots d'enfant. Il reposa lentement le document, son esprit désormais agité par une nouvelle question. Qui était cette Lou? Et pourquoi Élise ne parlait-elle jamais de son passé avec les enfants alors qu'elle semblait y exceller? La réponse, Antoine le sentait, ne tarderait pas à venir. Mais il pressentait déjà qu'elle ne serait pas simple. Pas douloureuse peut-être, mais lourde de signification qu'il n'était pas encore prêt à affronter. En attendant, il continuait à observer les vidéos, chaque soir, notant chaque petit changement dans l'attitude de sa fille. Et ce qu'il voyait ne laissait aucun doute. Camille, peu à peu, renaissait à quelque chose. Ce n'était pas la guérison. Ce n'était pas un miracle. C'était un processus lent, fragile, qui naissait dans l'ombre d'une relation inexplicable entre deux êtres blessés. Antoine n'en comprenait pas encore la profondeur, mais il en reconnaissait l'importance. Et dans le silence réchauffé de la maison, cette évidence prenait racine. La nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville d'un voile de brume épaisse. Dans son bureau, au mur recouvert de bibliothèques silencieuses, Antoine Lefebvre était assis devant les écrans de sécurité. Il n'y avait pas de raison urgente de consulter les enregistrements ce soir-là. Aucune alarme, aucun mouvement suspect. Pourtant, une force tranquille le poussait à revoir la journée passée, comme s'il pressentait que quelque chose d'important lui avait échappé. Il sélectionna les images captées dans le salon à 14h14, un moment qu'il avait noté mentalement lorsqu'il avait entendu un éclat inhabituel de voix. Ce qu'il vit dépassa ses attentes. Camille, assise en tailleur sur le tapis, tenait dans ses petites mains une boule de pâte à modeler verte. Face à elle, Élise était accroupie, les manches relevées, en train de modeler une sorte de chenille. Les deux formaient un duo inattendu, presque chorégraphié. Élise parlait avec une douceur mêlée de concentration, expliquant chaque geste avec des mots simples, mais jamais infantilisants. Elle ne se mettait pas au niveau de l'enfant de manière artificielle. Elle la rejoignait avec respect, comme une égale à part entière, et Camille, en réponse, semblait suivre ses mouvements avec une attention absolue. Les mains de la fillette, autrefois inertes, bougèrent maintenant avec une précision timide mais réelle. Elle tentait d'imiter les formes, changeait les couleurs, plaçait les petites figures en ligne comme pour inventer un jeu nouveau. Élise ne corrigeait jamais, elle accompagnait, guidait sans imposer. Elle riait doucement lorsqu'une figurine tombait, et Camille, chose que la caméra captait avec une netteté presque cruelle, esquissait ce qui ressemblait à un sourire. Antoine recula légèrement dans son siège. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas vu sa fille ainsi. Depuis le décès de Claire, Camille était devenue une présence spectrale dans la maison, réduite à des mouvements mécaniques, à des regards absents. Et là, devant ses yeux, elle reprenait contact avec le monde, comme si quelque chose en elle avait trouvé un fil à tirer pour remonter à la surface. Il poursuivit le visionnage. Dans une séquence filmée dans la véranda 1 heure plus tard, la scène avait changé. Camille, allongée sur un tapis, écoutait Élise lire à voix haute un livre pour enfants. La voix d'Élise était posée, sans effet de style, mais teintée d'une chaleur particulière.
Elle ne lisait pas pour remplir un vide. Elle lisait pour transmettre, pour partager un moment. Et Camille, allongée là, ne dormait pas. Elle écoutait vraiment. À un moment donné, elle s'était tournée sur le côté et avait tendu la main vers celle d'Élise, sans dire un mot. La femme avait arrêté de lire une seconde, observé ce geste, puis refermé doucement ses doigts autour de ceux de l'enfant. Pas un mot n'avait été échangé. Mais la caméra, en captant ce contact fugace, révélait un lien profond et silencieux, d'une intensité rare. Antoine ferma les yeux quelques secondes. Ce qu'il ressentait n'était pas uniquement de la surprise. C'était un mélange étrange de soulagement, de tristesse et de doute. Il se sentait en dehors de quelque chose d'essentiel qui se déroulait sous son propre toit. Une connexion s'était formée entre sa fille et cette femme qu'il connaissait à peine, et cette connexion, loin d'être anodine, semblait déclencher un changement réel, presque tangible, dans l'état émotionnel de Camille. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Antoine observa sa fille plus attentivement. Elle ne parlait toujours pas, mais elle mangeait avec une autonomie plus affirmée. Elle tenait sa cuillère sans qu'il ait à la lui tendre, et leva les yeux vers lui à plusieurs reprises, comme pour chercher son regard. Cela ne s'était pas produit depuis des semaines. Il tenta de lui poser une question simple. « Tu veux qu'on fasse un dessin cet après-midi, toi et moi ?» Camille le fixa un instant, puis baissa les yeux sans répondre. Mais au lieu de se détourner ou de s'isoler comme à son habitude, elle resta assise, les mains posées sur la table, attentive. C'était peu, mais c'était nouveau. Antoine passa la journée au travail avec l'esprit agité. Il avait des réunions importantes, des décisions à prendre, mais ses pensées revenaient sans cesse à Élise, à son attitude, à cette capacité qu'elle avait de créer une brèche dans la solitude de Camille. Il se demanda d'où cela venait. Une formation? Un instinct? Une expérience personnelle? Ce n'était pas du simple professionnalisme. C'était une implication émotionnelle profonde, sincère, et cela le troublait, car il ne comprenait pas ce qui motivait cette dévotion. Ce soir-là, il n'attendit pas minuit pour consulter les nouvelles vidéos. Dès que Camille fut couchée, il retourna dans son bureau, alluma les écrans et chercha les extraits de la journée. À 16h, dans le salon, il vit Élise faire quelque chose d'inattendu. Elle avait mis une musique pour enfants, une vieille comptine au rythme lent, et elle dansait. Pas pour elle-même, ni pour impressionner, mais pour amuser Camille. Elle faisait des gestes maladroits exprès, tournait sur elle-même, tombait presque, puis riait. Camille, de son côté, restait assise, mais ses épaules tremblaient. Elle riait aussi. Antoine mit la vidéo sur pause. Il agrandit l'image. Le rire de sa fille, discret, contenu, était là, capté par la caméra dans un instant presque irréel. Plus tard, sur une autre séquence, Élise tenait un petit miroir devant Camille et imitait des grimaces. Langue tirée, yeux écarquillés, nez plissé. Camille, intriguée, approchait son visage, puis essayait elle aussi de faire une grimace. Antoine ne savait pas si elle réussissait, mais il voyait l'effort. Il voyait la volonté. Ce que les médecins n'avaient pas réussi à provoquer par des traitements et des thérapies, Élise l'avait éveillé avec de la pâte à modeler, des histoires et des grimaces. À ce moment précis, Antoine ressentit quelque chose de proche de la honte. Il réalisa qu'il avait délégué le soin de sa fille à une succession de spécialistes, de psychologues, d'éducateurs, sans jamais envisager que ce qui lui manquait n'était peut-être pas une solution médicale, mais un lien humain, simple et vrai. Et Élise, sans diplôme particulier ni traitement miracle, offrait cela. Mais ce constat soulevait aussi des questions. Pourquoi? Pourquoi s'impliquait-elle à ce point? Pourquoi ce regard doux, cette patience infinie? Antoine comprenait les gestes, mais pas la source. Et c'est ce mystère qu'il ne parvenait pas à laisser de côté. Il décida qu'il devait en apprendre davantage. Non pour la confronter brutalement, ni pour l'accuser, mais parce qu'il sentait qu'il lui manquait une pièce essentielle pour comprendre ce qui se jouait sous son propre toit. Il ne pouvait pas continuer à observer passivement. Quelque chose se transformait dans la vie de Camille, et peut-être dans la sienne aussi. Antoine Lefebvre n'était pas un homme à laisser des questions sans réponse. Le monde dans lequel il avait construit sa fortune ne laissait pas de place au hasard. Lorsqu'une donnée lui échappait, il la traquait. C'était une habitude forgée au fil des années, presque une seconde nature. Et depuis plusieurs jours, cette donnée s'appelait Élise Moreau. Plus précisément, pourquoi cette femme, engagée pour un simple poste d'entretien,
Semblait-elle si profondément liée à sa fille? Pourquoi cette empathie rare, cette attention qui dépassait de loin ce que son contrat exigeait? Il ne doutait pas de sa sincérité, mais ce qu'elle déclenchait chez Camille avait un poids trop grand pour qu'il puisse continuer à l'observer sans comprendre. Il prit contact discrètement avec une ancienne collaboratrice, Florence, aujourd'hui à la retraite, mais qui avait travaillé longtemps dans la gestion des personnels à l'hôpital Sainte-Claire, un établissement où Élise avait été mentionnée dans l'un des anciens rapports qu'il avait obtenus. Florence, après quelques hésitations, accepta de le recevoir. Ce fut dans un petit café du centre-ville, loin de la froideur de ses bureaux habituels, qu'il lui posa ses questions. Elle se souvenait d'Élise, vaguement. Une femme calme, sérieuse, très appréciée des patients, surtout des enfants. Elle avait travaillé là quelque temps, puis avait disparu du jour au lendemain, sans explication officielle. Aucun incident, aucun conflit noté. Juste un départ soudain, comme une porte qu'on ferme doucement sans faire de bruit. Cette réponse laissa Antoine sur sa faim. Mais elle confirmait une chose. Élise avait été bien plus qu'une simple employée d'entretien. Elle avait été au contact de la souffrance, de la maladie, de la mort peut-être. Cela expliquait sa facilité à approcher Camille, à décoder ses silences, à construire avec elle une relation sans jamais forcer les étapes. Antoine rentra chez lui avec une sensation d'urgence. Il devait aller plus loin. Dans la soirée, il reprit les documents transmis par l'agence de placement. Parmi les pièces administratives, il y avait une copie scannée d'un dossier d'ancien employeur contenant des documents en vrac. Il n'y avait rien d'inhabituel à première vue. Bulletin de salaire, attestation de fin de contrat, une lettre de recommandation. Mais au fond du fichier, un scan étrange attira son attention. C'était une page griffonnée, sans en-tête, manifestement écrite par un enfant. Le prénom Lou apparaissait plusieurs fois, accompagné de phrases maladroites. Il y avait des dessins, un soleil, une maison, une femme avec des cheveux relevés. Antoine s'arrêta longuement sur ce papier. C'était manifestement un mot d'adieu ou de remerciement, signé par une petite fille nommée Lou, adressée à Élise. Le style, les mots, les fautes. Tout ressemblait à ce que Camille aurait pu écrire si elle en avait eu la force, et ce détail troubla profondément Antoine. Il ressentit pour la première fois un lien possible entre le passé d'Élise et le présent de sa fille. Qui était Lou? Qu'était-il advenu de cet enfant? Et pourquoi Élise conservait-elle une trace aussi personnelle dans un dossier professionnel? Cela ne ressemblait pas à une simple relation soignante-patiente. C'était intime, viscéral. Le lendemain, au lieu de partir au bureau, Antoine resta à la maison. Il n'en informa pas Élise qui arriva comme à son habitude, ponctuelle, discrète, concentrée. Il l'observa à distance, depuis son bureau à l'étage, sans se faire voir. Il la vit s'arrêter dans le couloir, parler quelques instants à Camille, puis s'éloigner vers la cuisine. Ce fut un moment anodin, banal. Et pourtant, il sentit que c'était le bon instant. Il descendit, traversa le couloir et alla à sa rencontre. « Élise, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il sans brusquerie. Elle se figea légèrement, puis se retourna, le regard neutre. « Bien sûr, monsieur Lefebvre. » Il l'invita à s'asseoir dans le petit salon, une pièce rarement utilisée. Il ne voulait pas de confrontation, il voulait des réponses. Il posa la feuille devant elle, celle que Lou avait écrite. « Qui est Lou ?» demanda-t-il simplement. Le regard d'Élise changea immédiatement. Ce n'était pas de la peur, plutôt une retenue profonde, comme si un barrage invisible s'était dressé entre eux. Elle ne toucha pas la feuille. Elle la fixa quelques secondes, puis prit une longue inspiration. « Lou était ma fille, dit-elle enfin. Le silence qui suivit fut dense. Antoine n'osa pas le briser. Élise reprit plus doucement. « Elle est morte il y a 8 ans. Elle avait 9 ans. Une maladie rare, auto-immune, difficile à diagnostiquer, douloureuse à vivre. Elle a passé ses dernières années dans les hôpitaux. Moi, je travaillais parfois à côté, parfois dans d'autres services, pour rester proche, pour payer les traitements, mais aussi parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas rester loin de ces couloirs. C'était absurde, je sais, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi et faire comme si je n'entendais pas les cris des autres enfants. Alors je suis resté, jusqu'à ce qu'elle parte. Et après, je n'ai plus supporté. J'ai arrêté. J'ai nettoyé des bureaux, des écoles, des maisons. Mais plus jamais un service de pédiatrie. » Antoine restait silencieux.
Les mots d'Élise résonnaient comme des coups de marteau dans sa poitrine. Elle ne pleurait pas. Elle racontait avec une précision nue, sans effet, sans détour. Quand j'ai vu Camille, la première fois, je n'ai pas pensé à Lou, pas tout de suite. Mais son silence, ses yeux, j'ai reconnu quelque chose. Pas une ressemblance physique, un état, une manière d'être seul dans un monde qui fait trop de bruit. Alors j'ai fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour ma fille, les jours où je n'étais pas là. J'ai parlé doucement, j'ai attendu, et elle a répondu. Antoine sentait un nœud se former dans sa gorge. Il comprenait désormais. Non pas tout, mais l'essentiel. Élise n'était pas là pour combler un vide. Elle était là parce qu'elle ne savait pas vivre autrement. Parce que dans le silence de Camille, elle avait trouvé un écho au silence de sa propre perte. « Vous auriez pu me le dire », murmura-t-il. « Non, répondit-elle calmement, ce n'était pas à vous de porter ça. Et puis, je ne voulais pas mélanger les douleurs. Camille n'est pas Lou, mais elle mérite qu'on la regarde autrement que comme une petite malade. Elle mérite de jouer, de créer, de vivre. » Antoine acquiesça lentement. Il savait désormais que ce lien entre sa fille et Élise ne venait pas de nulle part. Il était né d'une douleur ancienne, transfigurée par une bienveillance lucide. Pas de magie, pas de miracle. Juste une humanité profonde, solide, patiente. Il se leva, remercia Élise d'un simple regard et quitta la pièce. Le dossier avec la lettre resta sur la table. Mais quelque chose, en lui, venait de se dénouer. Les jours suivants, la révélation ne furent ni tendue ni tranquille. Une forme de silence nouveau s'installa entre Antoine et Élise, mais ce n'était plus celui d'une méfiance. C'était celui d'un respect chargé de ce qui avait été dit, et surtout, de ce qui ne le serait plus. Antoine n'avait pas posé d'autres questions. Il n'en ressentait plus le besoin immédiat. Il observait. Et ce qu'il voyait chaque jour entre sa fille et cette femme, désormais dépourvue d'ambiguïté, lui semblait plus précieux encore. Camille, elle, poursuivait sa lente évolution. Les matins étaient des plus dynamiques, les repas moins silencieux. Elle commençait à esquisser des gestes spontanés, comme s'approcher de la fenêtre pour regarder dehors, ou apporter d'elle-même un jouet dans le salon. Antoine, pourtant habitué à disséquer les comportements des adultes dans le monde des affaires, se découvrait totalement novice face aux micro-gestes d'une enfant en convalescence émotionnelle. Il ne savait pas toujours comment réagir, mais il essayait. Un soir, il proposa à Camille un puzzle. Elle l'observa sans s'en approcher. Ce n'est que lorsque Élise vint s'asseoir à côté, en silence, que la fillette s'approcha à son tour. C'est dans ce climat d'équilibre fragile qu'Antoine décida d'en apprendre un peu plus sur Lou, non par intrusion, mais parce qu'il sentait que le passé d'Élise ne pouvait pas être détaché de ce que Camille vivait. Il attendit un matin où Camille dormait encore et croisa Élise dans la cuisine. « J'ai repensé à Lou, dit-il calmement. J'aimerais comprendre un peu mieux ce qu'elle a vécu, si vous êtes d'accord. » Élise resta un instant figée, les mains sur la tasse qu'elle venait de poser. Puis elle s'assit. Lou est née malade, pas de manière visible tout de suite. Les premiers mois étaient normaux. C'est vers ses 4 ans qu'elle a commencé à tomber souvent malade, à faire des poussées de fièvre, des réactions étranges aux médicaments. Les examens ont été longs, les diagnostics confus. Ce n'était jamais clair. Et puis un jour, le verdict est tombé. Elle souffrait d'un trouble auto-immun complexe, à la frontière de plusieurs syndromes rares. Elle avait des douleurs chroniques, des périodes d'épuisement, des épisodes inflammatoires imprévisibles. Les traitements soulagèrent parfois, mais il n'y avait pas de vraie solution. Antoine écoutait sans l'interrompre. Il notait la précision clinique de ses mots. Ce n'était pas de la froideur, c'était une forme de protection. À l'époque, j'étais aide-soignante. Je travaillais dans différents établissements. Je jonglais entre les plannings, les gardes, les nuits blanches. Je passais mes journées à aider les enfants des autres et mes nuits à veiller Lou. Elle comprenait tout. Elle savait qu'elle était différente, mais elle était vive, intelligente, sensible. Elle ne pleurait jamais longtemps. Elle dessinait beaucoup. Elle inventait des histoires et elle riait souvent, jusqu'au jour où elle a arrêté. Élise marqua une pause. Antoine ne disait toujours rien. Je crois que ce qui l'a brisé, ce n'est pas la douleur, c'est l'isolement. Les autres enfants l'évitaient. Certains adultes la regardaient avec une pitié qu'elle détestait. Alors elle s'est repliée. Elle ne parlait presque plus. Elle dormait peu. Elle refusait les visites. Elle n'avait que moi. Et même moi, parfois, elle me rejetait.
pas par colère, par fatigue. Un jour, elle m'a dit « Maman, je ne veux plus faire semblant ». Élise baissa les yeux. Elle avait 9 ans. Elle est morte un mois plus tard, chez nous. Elle ne voulait plus retourner à l'hôpital. Je l'ai gardée avec moi jusqu'à la fin. Antoine sentit une boule lui nouer la gorge. Aucun mot ne semblait adéquat. Aucune formule de consolation ne serait à la hauteur. Je n'ai pas perdu un enfant malade, monsieur Lefebvre. J'ai perdu ma fille, une personne entière, avec sa personnalité, ses idées, ses rêves. Ce n'est pas la maladie que je pleure, c'est ce qu'elle n'a pas eu le temps d'être. Ce fut la phrase qui marqua Antoine plus que toutes les autres. Ce n'était pas un deuil abstrait, c'était une existence amputée. Et ce qu'il voyait aujourd'hui entre Élise et Camille n'était pas une répétition. C'était une réparation, lente, douloureuse, instinctive. « Vous n'avez jamais envisagé de retravailler auprès d'enfants » demanda-t-il doucement. « Non, c'était trop dur, trop proche, jusqu'à Camille. Je ne voulais pas accepter ce poste. Je me suis dit que c'était juste du ménage, rien d'autre. Et puis je l'ai vu, et je n'ai pas pu détourner les yeux. Pas cette fois. » Antoine hocha la tête, pensif. « Vous avez réveillé quelque chose en elle, dit-il, que personne n'avait réussi à toucher. Ni les médecins, ni moi. »« Je ne fais pas de miracle, » répondit Élise. « Je suis juste là, avec elle. Je ne la force pas à aller mieux. Je l'accompagne comme elle est. » Antoine la remercia d'un simple regard, puis il se leva et quitta la pièce. Ce jour-là, il passa plus de temps que d'habitude avec Camille. Il joua quelques minutes avec elle, dessina maladroitement, la regarda rire quand il rata un dessin. Et quand il alla se coucher, il pensa longuement à Lou, pas comme un fantôme, mais comme une absence qui avait laissé un chemin à suivre. Un chemin que Camille était en train de reprendre. Le vendredi suivant, Antoine se leva plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi. Les confidences d'Élise, encore fraîches dans son esprit, avaient remué quelque chose de profond. Depuis plusieurs nuits, il rêvait de Claire, sa femme, et de Camille lorsqu'elle était encore pleine d'énergie, courant dans le jardin, riant aux éclats, avant que la maladie ne vienne effacer ses mouvements, puis ses mots. Antoine n'était pas homme à s'appesantir sur ses émotions, mais il savait que quelque chose avait bougé en lui. Il ne s'agissait plus seulement de Camille, c'était lui aussi qui avait changé. La distance qu'il entretenait avec sa propre fille s'était fissurée. Et c'était Élise qui, sans le vouloir, avait ouvert cette brèche. Ce matin-là, alors qu'il descendait dans la cuisine, il entendit des pas légers dans le salon. Il s'attendait à voir Élise en train de ranger ou de balayer, mais c'était Camille qui, debout près de la fenêtre, observait le jardin. Elle était seule, le visage calme. Elle n'avait pas entendu son père entrer. Antoine, touché par cette image simple, resta un moment sans parler. Puis il s'approcha lentement. « Tu veux qu'on sorte un peu aujourd'hui » demanda-t-il à voix basse. Camille tourna la tête. Elle ne sourit pas, mais elle ne recula pas non plus. Elle leva les yeux vers lui, puis regarda à nouveau dehors. Antoine ne savait pas si c'était un oui ou un non, mais c'était une réponse. Et c'était assez pour lui. Il en parla à Élise un peu plus tard, pendant qu'elle pliait du linge dans la buanderie. « J'ai pensé, peut-être pourrions-nous l'emmener quelque part ce week-end. Pas loin. Un endroit calme. Elle ne sort presque jamais. Ça lui ferait du bien. Vous pourriez nous accompagner. » Élise le regarda, surprise. Ce n'était pas une proposition anodine. C'était la première fois qu'il brisait le cadre strict employeur-employé. Elle comprit que quelque chose avait changé dans sa perception. « Vous êtes sûr qu'elle est prête ?» demanda-t-elle. « Je ne suis sûr de rien, mais je crois que si quelqu'un peut l'aider à franchir cette étape, c'est vous. » Élise hocha la tête, puis réfléchit un instant. « Il y a un petit jardin botanique privé à la sortie de la ville. Ils accueillent parfois des enfants fragiles. L'accès y est restreint, calme, contrôlé. Je connais une bénévole là-bas, elle pourrait nous laisser entrer un matin, avant l'ouverture au public. » Antoine accepta immédiatement. L'idée d'un lieu sécurisé, tranquille, lui convenait parfaitement. Il voulait éviter tout stress inutile. Le samedi matin, dès 8 heures, ils prenèrent la route. Camille, installée à l'arrière du véhicule, regardait les arbres défiler sans parler. Elle tenait son ours en peluche contre elle. Élise, à côté, ne disait rien non plus. Il n'y avait pas besoin de remplir le silence. À leur arrivée, une femme souriante leur ouvrit le portail. Elle les laissa entrer, puis referma derrière eux. Le jardin était magnifique. Des allées sinueuses entre les haies bien taillées, des serres vitrées contenant des fleurs rares, et surtout un silence profond,
seulement troublée par les chants discrets des oiseaux. Camille descendit de voiture lentement, regarda autour d'elle, puis marcha sans aide. Antoine et Élise la suivaient à distance. Elle s'arrêta près d'un massif de lavande, tendit la main, effleura les fleurs du bout des doigts. Puis elle s'assit sur un banc en pierre, observant les rayons du soleil à travers les feuillages. Antoine, qui ne l'avait pas vue ainsi depuis des mois, sentit un poids quitter ses épaules. Il regarda Élise comme pour partager son soulagement. Mais au moment où il allait lui adresser la parole, Camille se redressa soudainement, son visage figé. Son corps se contracta. Ses mains tremblaient. Antoine s'approcha, inquiet. Élise, plus rapide, s'agenouilla devant elle. « Regarde-moi, Camille. Écoute ma voix. C'est rien. Tu es en sécurité. » Camille avait les yeux écarquillés, respirait difficilement. Son visage devenait pâle. Antoine resta figé, incapable de réagir. Mais Élise, elle, entama immédiatement une comptine. Une mélodie douce, ancienne, qu'elle chantonnait à voix très basse. La réaction fut lente mais réelle. Camille cligna des yeux, respira plus profondément, puis chercha la main d'Élise. Elle s'y agrippa comme à une bouée. En quelques minutes, sa crise passa. Elle était épuisée mais calme. Antoine, resté silencieux, se remit difficilement de ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas la crise qui l'avait le plus secoué. C'était la façon dont Élise avait su exactement quoi faire. Et surtout, la chanson. Cette chanson. Où avez-vous appris cette mélodie ? Demanda-t-il, la gorge nouée. Élise se retourna vers lui, surprise. Cette chanson ? C'est une berceuse que me chantait ma grand-mère. Je l'ai reprise avec Lou. Elle l'aimait beaucoup. Antoine était blême. Il s'assit sur le bord du banc. Ma femme, Claire, elle chantait exactement la même chose à Camille quand elle était bébé. Je ne l'ai jamais entendue ailleurs. Jamais. Un silence lourd s'installa. Élise, elle, semblait songeuse. Peut-être que Claire l'avait apprise quelque part aussi. Les chansons voyagent. Surtout celles qu'on garde dans le cœur. Mais Antoine n'était pas apaisé par cette réponse. Le souvenir était trop net. Claire ne chantait pas souvent, mais cette comptine, elle la fredonnait presque chaque soir comme un rituel sacré. Il y avait dans la voix d'Élise cette même cadence, ce même balancement discret. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une empreinte. Ils restèrent un long moment dans le jardin en silence. Camille s'endormit dans les bras d'Élise. Antoine, assis à côté, fixait les feuilles qui bougeaient doucement dans le vent. Il comprenait que quelque chose de plus grand que lui, pas dans le sens du mystère ou du hasard, mais dans la complexité des chemins humains, les avait tous trois réunis ici, et qu'il était temps d'accepter que sa fille avait besoin d'Élise, autant qu'elle avait eu besoin de sa mère autrefois. Il faisait encore frais ce dimanche matin-là, malgré les rayons de soleil timides qui traversaient les grandes vitres de la maison. Camille s'était réveillée plus tôt que d'habitude. Elle ne parla pas comme toujours, mais elle s'était habillée seule, maladroitement, en enfilant son gilet à l'envers. Antoine, en la voyant descendre les escaliers sans y être invité, comprit qu'elle attendait quelque chose. La veille, Élise lui avait parlé de l'idée d'un deuxième petit voyage, encore plus simple que le précédent, mais cette fois dans un lieu plus ouvert. Un parc animalier réservé aux enfants souffrant de maladies chroniques à une trentaine de minutes de Lyon. Un endroit calme, sécurisé, mais moins clos que le jardin botanique. Antoine avait accepté même si l'idée le tendait légèrement. Il faisait confiance à Élise, mais une voix au fond de lui continuait à craindre que l'extérieur, avec ses imprévus, soit encore trop tôt. Ils partirent un peu après 9 heures. Élise avait préparé un sac avec de l'eau, quelques collations, les médicaments d'urgence de Camille et un carnet de dessin, au cas où elle aurait envie de s'isoler. Antoine conduisait, silencieux, le regard fixé sur la route. Camille m'était installée à l'arrière, entre son ours en peluche et un petit coussin qu'elle serrait contre elle. Il y avait dans l'air une tension douce, une attente. Personne ne parlait, mais tous les trois semblaient conscients de l'importance du moment. Le parc était situé en pleine campagne, au cœur d'une propriété réaménagée pour accueillir un nombre très limité de visiteurs. Des animaux domestiques y circulaient en semi-liberté, chèvres, moutons, lapins. Des bénévoles, discrets, guidèrent les enfants et veillaient au respect du calme. À leur arrivée, Camille refusa d'abord de descendre de voiture. Elle regardait fixement les barrières en bois, le bruit des animaux, les autres enfants au loin. Son visage s'était refermé, ses mains tremblaient.
Antoine voulut intervenir, mais Élise l'arrêta d'un simple geste. Elle s'approcha lentement, ouvrit la portière arrière et s'accroupit. « Tu n'as pas besoin d'y aller tout de suite. On peut rester ici quelques minutes, toi et moi. Regardez, respirez. » Camille détourna les yeux, mais sa respiration redevint un peu plus calme. Après plusieurs minutes, elle tendit doucement la main vers Élise, qui la prit sans dire un mot. Ensemble, elles descendirent. Antoine resta légèrement en retrait. Il observait sa fille faire quelques pas, hésiter puis avancer vers l'enclos des lapins. L'un d'eux s'approcha. Camille s'arrêta, le fixa longuement, puis s'accroupit. Elle ne le toucha pas, mais elle resta là, immobile, à le regarder. C'était une forme de présence nouvelle, plus courageuse, plus consciente. Le début de la visite se déroula mieux qu'espéré. Camille restait près d'Élise, imitait parfois les gestes des autres enfants, riait même lorsqu'un canard s'approcha trop près de ses chaussures. Antoine prit plusieurs photos discrètes avec son téléphone, tentant de capturer cette version de sa fille qu'il croyait avoir perdue. Mais l'équilibre fragile se rompit brusquement vers la fin de la matinée. Un groupe d'enfants, plus âgés, arriva en courant depuis une autre section du parc. Ils parlaient un peu fort, riaient, criaient parfois, excités par la perspective de nourrir les chèvres. Le bruit, l'agitation, la soudaine densité humaine suffirent à désorienter Camille. Elle se figea d'abord, puis porta ses mains à ses oreilles. Son visage se crispa. Elle recula d'un pas, puis de deux, puis tourna sur elle-même, comme à la recherche d'une issue invisible. Antoine, pris de panique, s'élança vers elle, mais Élise fut plus rapide. Elle s'agenouilla immédiatement à sa hauteur, lui parla doucement, tenta de capter son regard. Camille tremblait, son souffle court, les yeux embués. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Antoine, impuissant, regardait la scène sans savoir quoi faire. Élise, elle, sortit une feuille de son sac, commença à dessiner rapidement quelque chose. Un arbre, une maison, un nuage. Camille, lentement, se focalisa sur le crayon. Ses mains cessèrent de trembler. Elle s'accroupit, observa le dessin. Puis elle attrapa un autre crayon et ajouta une porte à la maison. La crise s'éteignit ainsi, pas grâce à un médicament, pas grâce à un protocole médical, mais grâce à un dessin improvisé sur un coin de papier. Antoine, toujours figé, ressentit une onde de soulagement mêlée de culpabilité. Encore une fois, il n'avait pas su intervenir. Encore une fois, Élise avait trouvé la juste distance. Ils quittèrent le parc peu après, plus tôt que prévu. Le retour se fit dans le silence. Camille s'était endormie dans la voiture, la tête contre la vitre. Élise gardait le carnet de dessin sur ses genoux, comme un talisman fragile. Antoine, les mains sur le volant, se sentait vidé. Il n'était pas déçu, il n'était pas en colère, mais une certitude désormais s'était imposée à lui. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Élise accompagna Camille jusqu'à sa chambre. Elle l'aida à se changer, la couvrit, puis resta un moment assise à côté du lit. Camille ouvrit les yeux un instant, la regarda puis murmura quelque chose d'à peine audible. Antoine, qui se tenait dans le couloir, n'entendit pas ce qu'elle avait dit. Mais Élise, elle, sourit. Un sourire discret, presque imperceptible. Puis elle éteignit la lumière et quitta la chambre. Plus tard, ce soir-là, Antoine l'invita à s'asseoir dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée. Il y avait dans l'air cette tension des décisions qui changent les trajectoires. « J'ai vu comment elle vous regarde, » dit-il. « J'ai vu comment elle vous écoute, comment elle vous suit. Ce que vous faites, ce n'est pas seulement admirable, c'est vital. Et je crois qu'il est temps d'aller plus loin. » Élise fronça les sourcils, sans répondre. « Ce que je vous propose, reprit Antoine, c'est de ne pas seulement continuer comme ça. Je veux que vous soyez là pour elle, pas uniquement le matin, pas uniquement pendant les heures de ménage. Je veux que vous soyez là, tout le temps, comme une présence constante, une référence, pas une employée, une accompagnante, une tutrice. Appelez ça comme vous voulez. » Élise baissa les yeux. « Ce n'est pas si simple, murmura-t-elle. Je sais, mais je suis prêt à rendre ça possible. Je peux vous offrir un logement ici, ou près d'ici, et soutenir votre fils aussi, s'il le faut. Je ne vous demande pas de sacrifier votre vie, mais de partager la nôtre, si vous l'acceptez. » Élise ne répondit pas. Pas tout de suite. Le feu continuait de crépiter. Antoine savait qu'il venait de franchir une ligne, mais il n'avait pas de regrets. Il avait compris, désormais, que certaines rencontres n'étaient pas des accidents, et que certaines présences
comme celle d'Élise, devenait vite essentielle. Le silence qui suivit la proposition d'Antoine ne fut pas un refus, mais une suspension. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux, ses doigts serrés autour de la tasse de thé qu'il lui avait servie, comme si elle cherchait dans le fond du liquide les mots justes à formuler. Antoine, de son côté, ne tenta pas de la convaincre davantage. Il avait appris, au fil de ces semaines, que le respect passait aussi par la patience, et que forcer une décision n'était pas dans la logique d'Élise. Elle pesait tout, avec minutie. C'était une femme qui connaissait les conséquences des engagements pris trop vite. Le lendemain, elle arriva comme d'habitude, ponctuelle, calme, attentive. Mais quelque chose en elle avait changé. Antoine l'observait discrètement. Ses gestes semblaient plus lents, comme si elle portait un poids invisible. Camille, elle, l'accueillit avec un dessin, un simple carré colorié en bleu avec un soleil dans un coin. Élise prit le papier, le regarda longuement, puis le rangea dans son sac. Elle ne fit aucun commentaire, mais Antoine vit dans ses yeux une brillance inhabituelle. Il comprit alors que la réponse viendrait. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Elle arriva plus tôt que prévu. 2 jours plus tard, en fin d'après-midi, Élise demanda à parler à Antoine. Ils s'installèrent de nouveau dans le petit salon, là où les premières vérités avaient été partagées. Cette fois, ce ne fut pas Antoine qui ouvrit la conversation. « Ce que vous m'avez proposé, c'est plus qu'un emploi, dit-elle. Je le sais, et je vous suis reconnaissante de votre confiance. Mais avant de vous répondre, il faut que je vous dise quelque chose. » Antoine resta silencieux, prêt à écouter. « Il y a presque 9 ans, j'ai travaillé dans un hôpital à Bordeaux. J'y suis resté quelques mois. C'était avant que l'état de Lou ne se dégrade. Je travaillais la nuit, souvent dans les services de maternité ou de soins intensifs. Un soir, une patiente est arrivée, enceinte, en détresse respiratoire. Elle était seule, très discrète. On m'a demandé de rester près d'elle, car l'équipe médicale était débordée. J'ai passé plusieurs nuits à l'accompagner. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle chantait. Une mélodie étrange, douce, répétitive. Elle la chantait pour son bébé, disait-elle. Un soir, je l'ai apprise par cœur sans le vouloir. Je l'ai chantée à Lou plus tard pour la calmer. Je n'ai jamais su le nom complet de cette patiente. Elle est partie sans laisser d'adresse. Mais je me souviens de son prénom, Claire. Antoine sentit son estomac se contracter. Il connaissait chaque détail du parcours médical de sa femme. Mais ce nom, ce lieu, cette période, cela correspondait. Claire avait passé un temps à Bordeaux, quelques semaines, après un épisode grave au début de sa grossesse. Il s'en souvenait maintenant. Elle lui en avait parlé brièvement, c'était une parenthèse difficile qu'elle évoquait peu. Mais cette coïncidence, ce n'en était plus une. « Vous êtes en train de me dire que vous avez connu Claire ?» demanda-t-il, les yeux rivés sur elle. « Je l'ai accompagnée quelques nuits. Elle ne savait même pas mon nom. Et moi, je n'ai jamais su qu'elle était votre épouse. Je ne savais pas non plus qu'elle portait Camille. C'est en entendant la comptine, en voyant le regard de Camille, que j'ai compris. Pas avec certitude, mais avec cette intuition qu'on porte parfois au creux de la poitrine. Et quand vous avez reconnu la chanson, je n'ai plus douté. » Antoine s'adossa au dossier du fauteuil, abasourdi. Ce qu'il avait pris pour un lien émotionnel né de circonstances récentes se révélait être une boucle, un retour imprévisible sur un passé enterré. Claire, pendant un moment fragile, avait croisé Élise. Et Élise, sans le savoir, avait porté un morceau de cette mémoire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas une histoire de destin, ni de signes étranges. C'était simplement la preuve que les gestes humains laissent des traces plus profondes qu'on ne l'imagine. « Je ne vous dis pas ça pour rendre votre décision plus facile, » ajouta Élise. « Au contraire, je vous le dis parce que si j'accepte de m'installer ici, de vivre cette nouvelle étape avec Camille, je ne veux pas qu'il reste des zones d'ombre entre nous. »« Et Lucas ?» demanda Antoine, après un long silence. « C'est la question essentielle, » répondit-elle. « Je dois en parler avec lui. Il a grandi dans un quartier où les choses se gagnent à la sueur. Il n'a jamais voulu qu'on le traite comme un enfant fragile, même après la mort de sa sœur. Il a toujours vu mon travail comme une nécessité, pas comme une vocation. Lui demander de quitter ce qu'il connaît, même pour de meilleures conditions, ce n'est pas anodin. » Antoine hocha la tête. Il respectait cette réponse. Il savait que rien ne serait simple, mais il sentait aussi que les racines de cette histoire s'enfonçaient plus profondément qu'il ne l'avait imaginé.
Ce n'était plus seulement une question d'opportunité. C'était une continuité humaine, un fil tissé à travers les années, les pertes, les silences. Le soir même, Élise parla avec Lucas. Antoine ne fut pas présent, mais il entendit leur conversation, étouffée, dans le jardin. Lucas ne haussait pas la voix, mais ses phrases étaient courtes, tranchées. Puis le silence revint. Quand ils rentrèrent, le visage du garçon était fermé, mais il salua Antoine poliment. Il alla s'asseoir dans le salon, sortit un livre de son sac et ne parla plus de la soirée. Élise, elle, s'approcha discrètement d'Antoine et murmura simplement « Il a besoin de réfléchir. Ce n'est pas un non. » Antoine acquiesça. Il comprenait. Il fallait du temps. Mais il savait désormais que ce lien entre les familles, entre Claire et Élise, entre Lou et Camille, était plus qu'un simple croisement de chemin. C'était une mémoire partagée, un relais de soins et d'affection qui avait traversé les années sans que personne n'en connaisse toute l'histoire. Le mois de novembre touchait à sa fin, apportant avec lui un froid sec et mordant qui descendait des Alpes et enveloppait Lyon d'un silence glacé. La lumière pâle et inclinée pénétrait à peine les fenêtres de la maison d'Antoine. Dans cette atmosphère de veille, où les journées paraissaient plus courtes que jamais, un nouveau chapitre s'ouvrit, sans prévenir. Camille, dont les progrès émotionnels et comportementaux s'étaient accumulés au fil des semaines, comme les pièces d'un fragile puzzle, connut un brusque recul. Ce ne fut pas un détail qu'on pouvait ignorer, ni un incident isolé. Ce fut une bascule brutale. Cela commença par une fatigue inhabituelle, une lassitude que ni les dessins, ni les balades discrètes, ni même les présences rassurantes d'Élise ne parvenaient à apaiser. Camille dormait plus longtemps, mangeait moins, ne répondait plus aux sollicitations visuelles ou sonores qui auparavant éveillaient sa curiosité. Son regard semblait s'être retiré de nouveau derrière une vitre invisible. Élise fut la première à remarquer l'ampleur du changement. Elle essaya pendant 2 jours de maintenir les routines, pensant d'abord à un simple épisode passager. Mais le matin du 3e jour, en l'aidant à se lever, elle sentit le corps de Camille étrangement chaud et inerte. Elle prit sa température, appela immédiatement Antoine puis le médecin. Les heures qui suivirent furent floues, rythmées par les examens, les appels, l'agitation inhabituelle dans une maison d'habitude si calme. Le diagnostic tomba. Une poussée inflammatoire aiguë liée à la pathologie auto-immune, un déséquilibre sévère, hospitalisation immédiate. Antoine accompagna sa fille dans l'ambulance, les poings serrés, les mâchoires contractées, refusant de céder à la panique. Élise suivit dans sa propre voiture. Ce fut dans ce couloir d'hôpital, baigné d'une lumière crue, qu'elle retrouva les gestes oubliés d'autrefois, ceux qu'elle avait exécutés des centaines de fois dans sa vie d'avant, au chevet de Lou. Elle parlait aux infirmiers avec précision, interrogeait les médecins avec fermeté, prenait des notes, anticipait les décisions. Antoine, lui, restait à distance, perdu entre la douleur présente et les souvenirs de Claire. Les premières 24 heures furent les plus dures. Camille ne réagissait pas aux traitements initiaux. Son corps semblait lutter contre lui-même, une guerre silencieuse à laquelle ni les médecins ni les proches ne pouvaient directement participer. Antoine, assis dans un fauteuil trop étroit près du lit d'hôpital, regardait les chiffres défiler sur les moniteurs sans les comprendre. Chaque alarme, chaque bip, lui transperçait la peau. Il se sentait inutile, vide, en marge de tout ce qui comptait. Élise, elle, ne quitta pas la chambre. Elle parlait à Camille doucement, même lorsqu'elle était inconsciente. Elle humidifiait ses lèvres, changeait ses draps, réchauffait ses mains glacées. C'est dans cette ambiance de tension extrême qu'un changement subtil apparut. Le 2e soir, alors qu'Élise chantonnait une nouvelle fois la comptine familière, la main de Camille, jusqu'ici inerte, se referma lentement sur la sienne. Antoine, qui regardait la scène depuis le seuil, sentit ses yeux se brouiller. Ce n'était pas un miracle, ce n'était pas une guérison soudaine, mais c'était un signe, net, indiscutable, que Camille entendait, qu'elle sentait, qu'elle était encore là, quelque part, malgré la fièvre, malgré l'inflammation. Les jours suivants furent rythmés par une légère amélioration. Le traitement s'adaptait, les constantes se stabilisaient, et peu à peu, les médecins reprirent confiance. Mais ce n'était pas la médecine seule qui redonnait de la couleur au visage de Camille, c'était Élise, sa constance, sa présence sans faille, sa façon de la regarder non comme une patiente, mais comme une enfant pleine d'avenir. Elle parlait à Camille de ce qu'elle ferait en rentrant,
du sapin de Noël qu'il faudrait bientôt décorer, des biscuits qu'elle pourrait cuisiner. Antoine l'écoutait chaque fois, comme on écoute un fil d'espoir tissé entre deux abîmes. À plusieurs reprises, les médecins s'adressèrent à Élise comme si elle faisait partie de la famille. Ils la consultaient, lui expliquaient, attendaient son avis. Et Antoine ne les corrigeait pas. Il comprenait qu'au-delà des liens biologiques, il existait des présences plus profondes, plus fiables, et qu'Élise avait, par ses gestes, gagné une place qu'aucune signature officielle n'aurait pu lui attribuer. Une nuit, alors qu'il se relayait au chevet de Camille, Antoine s'assit à côté d'Élise dans le couloir. Il était épuisé, le visage creusé, les yeux rouges. Il resta quelques instants silencieux, puis lui dit d'une voix rauque « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Élise tourna la tête, le regarda sans rien dire, mais ses yeux portaient une réponse. Ce n'était pas de la gratitude qu'il exprimait. C'était une reconnaissance plus intime, presque muette, celle d'un homme qui comprenait enfin la force d'un autre type d'amour. Pas un amour conjugal, pas une attirance, mais un lien tissé dans le soin, dans la présence, dans l'abnégation. C'est au terme du 5e jour que les médecins annoncèrent que Camille pourrait bientôt rentrer chez elle. Sa condition s'était stabilisée, la phase aiguë était maîtrisée. Elle resterait sous surveillance, bien sûr, mais le danger immédiat était écarté. Antoine sentit un poids énorme quitter sa poitrine. Il rentra à la maison une nuit plus tôt pour préparer la chambre, changer les draps, aérer les pièces. Il demanda même à Lucas, venu passer une soirée avec sa mère à l'hôpital, de l'accompagner. Ce fut la première fois qu'ils passèrent du temps ensemble sans Élise. Et si les mots furent rares, l'ambiance fut calme, presque respectueuse. Lucas montrait des gestes simples. Il déplaçait des meubles, vérifiait les prises, remettait en place les peluches. Antoine le regardait faire, comprenant peu à peu qu'un autre lien, timide mais réel, était en train de naître. Le lendemain, lorsque Camille franchit à nouveau le seuil de la maison, appuyée sur le bras d'Élise, un silence particulier s'installa. Pas celui de la peur ou de l'incertitude. Un silence de respect, un silence de gratitude partagée. Antoine savait que rien ne serait plus comme avant, que cette crise avait ouvert un espace nouveau entre eux tous, et qu'il était désormais temps d'officialiser ce qu'ils vivaient déjà depuis des semaines. Une nouvelle structure, une nouvelle manière d'habiter la vie. Lorsque Camille fut finalement de retour à la maison, une atmosphère étrange s'installa. Ce n'était pas l'euphorie qu'Antoine aurait pu espérer. Ce n'était pas non plus l'inquiétude rampante des jours d'hospitalisation. C'était une forme de calme nouveau, presque solennel, comme si la maison entière avait pris conscience du tournant que la famille venait de traverser. Camille, affaiblie mais lucide, semblait plus présente que jamais. Elle ne parlait pas, mais elle regardait. Elle écoutait. Elle était là, vraiment là, dans chaque pièce qu'elle traversait. Élise restait près d'elle presque constamment, non par obligation, mais par nature. Elle ne s'imposait jamais, mais Camille la cherchait du regard. Antoine le remarquait à chaque instant. Sa fille, qui autrefois évitait tout contact, posait maintenant sa main sur le bras d'Élise lorsqu'elle voulait qu'elle reste, ou s'endormait plus facilement quand elle était là. Il y avait entre elles une communication silencieuse, une manière d'exister côte à côte que ni les mots ni les gestes n'exprimaient totalement. Et cela rendait la proposition qu'Antoine s'apprêtait à faire d'autant plus importante. Ce fut un matin de décembre, froid et lumineux, que la décision mûrit jusqu'à devenir irréversible. Camille dormait encore. Antoine entra dans la cuisine où Élise préparait du thé comme chaque jour. Il la regarda quelques secondes sans parler, puis s'assit. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, » dit-il doucement. « À Camille, à ce que vous êtes pour elle, à ce que vous êtes pour cette maison. » Élise leva les yeux vers lui, attentive mais prudente. « Je ne peux plus faire semblant que tout cela est provisoire. Je ne peux plus considérer que vous êtes là simplement pour aider. Vous êtes plus que cela. Et Camille, elle vous a choisi. De manière silencieuse, oui, mais claire. Et je crois que moi aussi, je vous ai choisi. » Il marqua une pause, puis reprit plus lentement. « Ce que je veux, c'est que vous viviez ici, avec nous, de manière officielle. Que vous deveniez sa référente, sa présence fixe, son pilier. Appelez cela comme vous voulez. Mais je ne veux plus que ce soit flou, instable. Je veux que vous fassiez partie de notre vie. » Élise resta figée quelques secondes. Elle ne s'y attendait pas. Pas de cette façon, pas aussi directe,
Elle déposa doucement la cuillère sur la table, puis répondit sans détour. « Et Lucas ?» demanda-t-elle. « Vous savez ce que cela implique pour lui. Ce n'est pas simplement moi qui déménage. C'est toute notre structure de vie qu'il faudrait revoir. »« Je n'ai pas oublié, » répondit Antoine. « C'est pour cela que je veux vous proposer autre chose aussi. Pas seulement une place ici. Je veux vous offrir une maison à vous, juste à côté. Une vraie maison, pas un logement de service. Et je veux que Lucas ait toutes les opportunités qu'il mérite. Je peux l'aider à s'inscrire dans une bonne école, l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Mais rien ne se fera sans votre accord. Et surtout sans le sien. » Élise était restée silencieuse, mais son regard s'était assombri légèrement. Pas par colère, par complexité. « Vous parlez d'un changement de vie, Antoine. Pas seulement d'un changement d'adresse. Lucas a grandi dans un environnement où l'indépendance est une nécessité, pas un luxe. Il n'acceptera pas facilement l'idée de vivre dans l'ombre d'un homme riche, même bien intentionné. Il est fier. Il a appris à compter sur lui-même. Et il a peur, je crois, que toute cette générosité nous transforme. Je ne veux pas vous transformer, ni lui. Je veux vous intégrer, en respectant ce que vous êtes, ce que vous portez, ce que vous avez vécu. » Élise se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, regarda le jardin. Camille était dehors, assise sur un banc, emmitouflée dans sa veste, les yeux fermés. Elle respirait lentement. Antoine la regardait aussi, silencieux. « Je vais parler à Lucas, » dit-elle finalement. « Il faut qu'il voie, qu'il comprenne, et surtout qu'il sente qu'il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une place à construire, ensemble. » Le soir même, Lucas vint dîner à la maison. Il n'avait pas été prévenu de la proposition. Il était resté distant depuis la crise de Camille, oscillant entre la culpabilité de ne pas avoir été plus présent et le besoin de protéger sa mère de ce qu'il percevait comme une fusion dangereuse. Élise l'accueillit avec douceur. Antoine lui serra la main sans insister. Le repas fut simple, silencieux, ponctué de gestes anodins mais significatifs. Camille tendit une tranche de pain à Lucas. Il la remercia à voix basse. Élise raconta une anecdote légère de son travail précédent. Antoine écoutait plus qu'il ne parlait. Puis, après le repas, ils s'installèrent dans le salon. Élise prit la parole sans solennité. « Lucas, Antoine nous a proposé quelque chose. Il veut que je vive ici, avec Camille, de manière plus stable. Et il a aussi proposé de nous aider à nous installer près d'eux, de t'offrir un soutien pour que tu puisses avancer comme tu le veux. » Lucas ne répondit pas tout de suite. Il fixait le sol, le visage fermé. Il respirait lentement, comme s'il contenait un flot de pensées trop denses pour être exprimé d'un coup. « Et moi dans tout ça ?» finit-il par demander. « Je deviens quoi? Le fils de la dame qui travaille pour un riche ?» Élise s'approcha, posa une main sur son épaule. « Tu restes mon fils. Et tu choisis ce que tu veux devenir. Ce qu'il propose, ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité. Et je ne te forcerai pas. Mais regarde, Camille. Vois ce que ta présence ici pourrait être aussi. » Lucas releva les yeux. Camille était là, dans l'embrasure de la porte, son doudou à la main. Elle le fixait sans mots. Puis elle fit un pas, deux, et vint poser doucement sa tête contre son bras. Un geste simple, fragile, mais inattendu. Lucas, surpris, ne bougea pas. Puis il passa lentement une main dans les cheveux de la petite. « D'accord, murmura-t-il, mais je veux le faire à ma manière. Pas comme un invité, pas comme un enfant de plus à protéger. » Antoine hocha la tête, comme un membre à part entière, ni plus, ni moins. Ce soir-là, la maison respira autrement, pas parce qu'un accord avait été signé, mais parce qu'une acceptation mutuelle avait émergé. Et dans les jours qui suivirent, Lucas revint. Il aida, il proposa, il commença à s'installer. Le mois de décembre avança sans bruit, et la maison d'Antoine Lefebvre, habituellement figée dans une routine pesante, vit naître un rythme nouveau, plus souple, plus vivant. Lucas, bien qu'encore réservé, avait accepté de venir régulièrement. Il s'asseyait parfois dans le salon en fin d'après-midi, les écouteurs autour du cou, un livre ou un cahier sur les genoux. Il aidait Élise à la cuisine, parfois à contre-cœur, parfois avec une attention discrète mais sincère. Antoine respectait sa présence silencieuse. Il ne lui posait pas de questions, ne tentait pas de le faire parler plus qu'il ne le voulait. Il comprenait que le jeune homme avait besoin de temps pour se situer dans cette nouvelle configuration, pour ne pas se sentir absorbé ou effacé dans un monde qui, jusque-là, lui avait été étranger. Camille, quant à elle,
semblait s'épanouir dans cette dynamique inattendue. La voir évoluer aux côtés de Lucas révélait une autre facette de sa personnalité. Elle restait muette, mais elle avait cessé de se cacher. Elle s'asseyait à table sans qu'on le lui demande. Elle participait, à sa manière, aux activités de la maison. Un soir, elle approcha Lucas avec un jeu de société simple, le posa devant lui sans un mot. Lucas, après un bref moment d'hésitation, s'installa en face d'elle. Ils commencèrent à jouer. Antoine les observa discrètement depuis la cuisine. Aucun mot n'était échangé, mais les regards et les gestes suffisaient à maintenir la partie. Et pour la première fois, Camille sourit franchement lorsque Lucas perdit une manche. Ce sourire, fugace mais réel, resta gravé dans l'esprit d'Antoine. Malgré cette harmonie fragile, Élise ne donna pas sa réponse tout de suite. Elle poursuivait son travail comme à l'habitude, s'occupait de Camille avec la même constance, parlait à Lucas le soir, dans les trajets de retour ou dans la cuisine de leur petit appartement. Elle ne voulait pas précipiter une décision aussi lourde. Elle connaissait les risques. Elle savait que changer d'environnement, même pour un meilleur, pouvait briser un équilibre intérieur. Lucas n'avait jamais dépendu de personne. Leur vie avait été bâtie sur le refus de la dépendance, sur la dignité d'une existence simple mais honnête. Elle craignait que cette nouvelle situation vienne ébranler cette fierté silencieuse que son fils avait construite à force de renoncement. Un samedi matin, alors qu'Antoine proposa de les accompagner visiter la maison voisine, fraîchement rénovée, Élise accepta. Ce fut une visite sans éclat, mais pleine de signification. La maison, plus petite que la sienne, était chaleureuse, fonctionnelle, lumineuse. Un jardin donnait directement sur l'arrière du domaine, mais une haie haute séparait les espaces. Antoine avait tout prévu pour respecter l'indépendance d'Élise et de Lucas. Ce n'était pas un logement de service ni une dépendance masquée. C'était une maison à part entière. Lucas, les mains dans les poches, parcourut les pièces sans commentaire. Mais ses yeux s'attardaient sur certains détails, le bureau au calme, la chambre avec vue sur les arbres, le garage transformable en atelier. Ce soir-là, il entra dans la chambre de sa mère sans frapper. Il s'assit sur le bord du lit, regarda droit devant lui et dit simplement « Si tu acceptes, je te suis. Mais je veux rester moi-même, et je ne veux pas de traitement spécial. » Élise hocha la tête, émue sans le montrer. Elle savait que derrière cette phrase brève se cachait une approbation entière, et peut-être même un soulagement. Le lendemain, au petit déjeuner, elle s'assit en face d'Antoine, Camille entre eux, concentrée sur ses tartines. La lumière dorée du matin baignait la table. « C'est d'accord, dit-elle, pour la maison, pour le rôle, mais à une condition. » Antoine leva les yeux, prêt à écouter. Que Camille continue à avoir des repères simples, pas d'horaire rigide, pas de pression. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée d'évoluer à un rythme qui ne serait pas le sien, et je veux que Lucas garde ses choix ouverts, qu'il puisse partir s'il le souhaite, qu'il sache qu'il n'est pas enfermé ici. « Bien sûr, » répondit Antoine, « ce n'est pas un contrat, c'est une vie partagée, avec des libertés, avec du respect. » La transition se fit plus vite que prévu. En moins de 2 semaines, Élise et Lucas emménagèrent. Les affaires étaient peu nombreuses. Leur vie tenait dans quelques cartons, mais leur présence remplissait les pièces. Antoine avait fait installer une petite porte discrète entre les jardins pour qu'Élise puisse entrer chez lui sans passer par le portail principal. Camille comprit immédiatement que cette proximité était permanente. Elle ouvrit cette porte un matin, toute seule, pour aller frapper à la fenêtre d'Élise. Lucas trouva sa place petit à petit. Il proposa de s'occuper du potager abandonné derrière la maison, installa une étagère pour ses livres, trouva un coin tranquille pour écouter de la musique. Il commença aussi à parler avec Antoine, brièvement d'abord, puis plus franchement. Ils ne se cherchaient pas, mais ils se rencontraient. Et Élise, elle, devint le point d'ancrage de ce nouveau foyer, sans jamais se présenter comme telle. Elle restait discrète, solide, présente, sans envahir, mais sa voix, ses gestes, son regard étaient devenus essentiels à l'équilibre de chacun. Antoine, le soir, la voyait souvent lire près de Camille ou écouter Lucas parler de ses projets. Et lui, dans ce cadre qu'il n'avait jamais prévu, trouvait un apaisement inattendu. Il n'était plus le seul adulte dans la maison. Il n'était plus seul à porter les décisions. La veille de Noël, alors que la maison se parait de lumière discrète et que l'odeur de cannelle flottait dans l'air, Antoine s'arrêta un instant dans le couloir. Il entendait les voix d'Élise et de Lucas qui parlaient dans la cuisine, le rire léger de Camille qui jouait dans le salon.
Et il comprit, sans besoin d'en faire une déclaration, que cette maison avait changé. Elle n'était plus seulement un lieu de mémoire ou un abri contre la douleur. Elle était devenue un espace vivant, un lieu d'avenir. La nuit de Noël était tombée sur Lyon comme un rideau feutré, enveloppant la ville dans une atmosphère de calme suspendu. Les rues étroites du centre étaient illuminées par des guirlandes tendues entre les immeubles, et l'odeur du bois brûlé s'échappait des cheminées dans les quartiers résidentiels. Dans la maison d'Antoine Lefebvre, tout était prêt depuis le début de l'après-midi. Une table simple mais soignée avait été dressée dans la salle à manger, avec des assiettes blanches cerclées d'argent, des bougies basses et des serviettes en tissu nouées avec une ficelle de jute. Antoine n'avait pas voulu d'un banquet ni de démonstration opulente. Ce Noël devait ressembler à ce qu'ils étaient devenus, sobres, reconstruits, ensemble. Élise avait préparé la cuisine avec Lucas, qui, à la surprise générale, s'était porté volontaire pour gérer le plat principal. Il avait choisi une recette qu'il connaissait par cœur, transmise par son oncle, qu'il n'avait pas revue depuis des années. Il voulait faire quelque chose de personnel, disait-il, non pas pour impressionner, mais pour participer. Élise l'avait laissé faire, le guidant à distance, respectant son besoin de se rendre utile à sa façon. Camille avait passé la matinée à peindre des cartes de vœux avec Antoine, concentrée, sérieuse, appliquant de la couleur avec une précision qui rappelait les premières fois où elle avait osé tenir un pinceau à nouveau. Vers 19h, ils s'installèrent tous les 5 autour de la table. Antoine, Élise, Lucas, Camille et la place vide laissée volontairement à la mémoire de Claire. Ce n'était pas un hôtel, ni une mise en scène. C'était une manière de dire que rien n'était effacé, mais que tout pouvait continuer autrement. Le repas se déroula dans une ambiance douce, ponctuée d'échanges simples, de rires timides, de silences paisibles. Camille mangeait seule, sans aide. Elle découpait sa viande lentement, méthodiquement. De temps à autre, elle levait les yeux vers Lucas ou vers Élise, avec un regard qui disait beaucoup plus que des mots. Antoine, assis en bout de table, observait la scène avec une émotion contenue. Après le dessert, une tarte aux pommes que Camille avait aidé à décorer avec des étoiles de pâte, ils restèrent assis là, sans hâte. La lumière des bougies dansait contre les murs. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Antoine se leva, alla chercher une boîte posée sur le rebord de la fenêtre, l'ouvrit et en sortit un petit carnet rouge. Il le tendit à Camille. « C'est pour toi, dit-il simplement. Tu pourras y dessiner, écrire ou même coller des choses. C'est ton carnet. Tu fais ce que tu veux avec. » Camille le prit, le posa sur ses genoux, le regarda longuement. Puis, sans prévenir, elle se leva. La salle devint silencieuse. Lucas arrêta de parler. Élise reposa son verre. Antoine resta immobile. Camille fit quelques pas autour de la table, s'arrêta devant Élise, la regarda droit dans les yeux. Elle leva les bras, d'abord lentement, puis avec une détermination grandissante. Et dans un élan soudain, elle entoura Élise de ses bras, posa sa tête contre sa poitrine et murmura distinctement, pour la première fois depuis de longs mois, « Merci, maman Élise. » Le temps sembla s'arrêter. Même le feu dans la cheminée sembla suspendre son souffle. Antoine sentit son cœur s'emballer, une chaleur soudaine lui monter au visage. Lucas baissa les yeux, incapable de masquer l'émotion qui le traversait. Élise, elle, ne bougea pas immédiatement. Puis elle referma ses bras autour de Camille avec une lenteur infinie, comme si elle avait peur de rompre ce moment. « Je suis là, » souffla-t-elle. « Je serai toujours là. » Antoine ne dit rien. Il n'y avait rien à ajouter. Tout avait été dit dans ces 4 mots. Ce maman Élise n'était pas une substitution. Ce n'était pas une trahison envers Claire. C'était une reconnaissance d'un lien qui s'était tissé dans l'épreuve, dans l'écoute, dans la fidélité silencieuse. Un lien qui ne cherchait pas à remplacer, mais à prolonger. Camille avait trouvé un nouveau point d'ancrage, et dans son geste, il y avait toute une affirmation. Elle était revenue, pas seulement à la parole, mais à la vie. Les jours suivants confirmèrent ce basculement. Camille recommença à utiliser quelques mots, toujours avec parcimonie, mais de manière plus assurée. Elle indiquait ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Elle dessinait davantage. Elle réclamait parfois la présence de Lucas, qu'elle appelait Lu en traînant un peu le son. Antoine, de son côté, se découvrait une manière nouvelle d'être père, moins directif, moins en attente. Il apprenait à observer, à accompagner,
à ne plus vouloir réparer mais seulement soutenir. Lucas trouva un stage d'observation dans un petit atelier de menuiserie du quartier. Il rentrait parfois couvert de sciure, avec un sourire qu'on ne lui connaissait pas. Il ne parlait pas beaucoup de ses journées, mais ses gestes devenaient plus assurés, son regard plus clair. Élise, elle, s'installait chaque soir dans le fauteuil du salon, un livre à la main, souvent sans le lire vraiment. Elle restait là, disponible, comme une lumière qui ne vacille pas. Ce qui avait commencé comme un emploi, comme une intervention temporaire dans une maison en souffrance, s'était transformé sans grand discours en une structure affective solide. Pas une famille au sens traditionnel, une famille réinventée, où chacun avait trouvé une place, sans forcer, sans renoncer à ce qu'il était. Antoine n'avait plus besoin de vérifier les caméras de sécurité. La maison respirait autrement. Il y avait du bruit, parfois du désordre, des disputes mineures, des silences apaisés. La vie avait repris. Une vie avec ses complexités, ses hésitations, mais aussi ses éclats inattendus. Et au fond de cette dynamique nouvelle, Camille grandissait. Soutenue par une présence qu'elle avait choisie, portée par des mains qui ne l'avaient jamais abandonnée, même lorsqu'elle semblait absente. Et dans le carnet rouge offert ce soir-là, elle avait commencé à écrire, page après page, une histoire, la sienne.